Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sméovision. Aujourd'hui nous allons faire un épisode spécial sur Fast and Furious 9. Je vais en profiter encore une fois, tout comme pour Loki, pour refaire le point sur l'actualité de cette chaîne. J'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles un peu à annoncer. Vidéo Fast and Furious qui du coup comportera avec spoiler et sans spoiler, parce que là pour le coup la partie avec spoiler va être très chargée. Là j'ai vraiment de quoi dire. Alors, pour le coup, ces derniers temps j'ai fait beaucoup de vidéos sans spoiler parce que il n'y en avait pas l'intérêt. Là pour le coup j'ai beaucoup de choses à dire avec la partie avec spoiler, là pour le coup. Alors avant de commencer, temps mort juste. La vidéo sur Kaamelott. Alors, au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le mardi 20 juillet 2021. Il s'avère que, au moment où je tourne cette vidéo, demain est intégré du coup le pass sanitaire pour aller au cinéma. Il s'avère que pour le pass sanitaire, il faut soit être vacciné, soit avoir un test PCR. Le problème, c'est que pour faire les tests PCR chez moi ici, c'est très compliqué, malheureusement. Et je pense que pour la semaine de sortie du film Kaamelott, vous n'allez pas forcément compter sur moi. Je me fais vacciner par contre la semaine prochaine. C'est-à-dire le 28. C'est-à-dire en gros une semaine pile après la sortie du film Kaamelott. Sauf que je ne verrai le film que le samedi de la semaine prochaine. Donc je ferai, si je peux, j'essaierai de publier la vidéo au plus vite. Donc ça risque d'être... Alors je vais essayer de prendre mon calendrier. Alors je vais essayer de prendre mon calendrier. Alors, attendez. Donc comptez lundi 2, mardi 3 peut-être, août, pour avoir la vidéo sur Kaamelott. Je peux pas faire au plus tôt malheureusement, donc elle a été, honnêtement, je veux dire, j'ai quand même attendu 10 ans pour voir le film. Ça m'emmerderait de ne pas pouvoir voir le film. Franchement Manu, pourquoi avoir balancé ce pass sanitaire pile le jour de la sortie de Kaamelott? Sérieusement, on a attendu 10 ans et voilà, c'est bon, premièrement. Deuxièmement, je ne sais pas quand c'est que cette vidéo Fast and Furious sort du coup. Je me dis que la sortir samedi, si les gens s'attendent à une vidéo Kaamelott, vous allez être très déçus. Donc je pense qu'au moment où je faisais cette vidéo, donc on est mardi soir, je pense que si je la monte en temps et en heure, il y a de grandes chances que je puisse la sortir mercredi matin. En même temps, si vous la voyez mercredi matin, c'est que oui, en l'occurrence, j'aurais choisi de la sortir mercredi matin. Et ce qui fait que le samedi matin qui va arriver, donc, ce sera un zapping stream. Alors, j'en dis pas plus, c'est juste un débat sur la sortie d'une nouvelle console qui devrait arriver dans les mois prochains. Et non, je ne parle pas de Nintendo pour le coup, enfin pas totalement, le sujet principal n'est pas Nintendo, mais je ferai la comparaison avec Nintendo, et avec d'autres consoles finalement. Donc voilà, j'en dis pas plus, ce sera la surprise pour samedi matin, donc un replay de Zapping Stream. Voilà, et autant que j'en profite, au moment où je fais cette vidéo, normalement dimanche, comme à peu près presque tous les dimanches, je fais du coup des streams sur Twitch, donc twitch.tv/TheMrSmeo. J'en reparlerai au sein de la vidéo et de la chronique. Pourquoi? Parce que ça a un rapport avec Fast and Furious. Mais là, dans les prochains jours, je pense que je ferai du coup certains jeux très attendus, attendus par ceux qui me suivent en stream, dont notamment certains titres comme Fallout, notamment, qui m'a été un petit peu demandé, notamment, entre autres. Donc je verrai à ce moment-là. Bon, la petite parenthèse actualité est faite. Ne prenez pas ça pour une habitude, je l'ai fait pour Loki, je l'ai fait pour Fast and Furious, mais on va éviter de le refaire trop souvent. Le but c'est quand même de faire des vidéos spécialement sur des films, et je préfère le faire au début, parce que si je le fais à la fin, tout le monde se barre, donc personne n'est au courant en fait. Donc, passons donc à la partie sans spoiler. Bienvenue dans la partie sans spoiler. Alors, on va mettre les choses au clair tout de suite. J'ai beaucoup aimé ce film. J'ai beaucoup aimé ce film. C'est pas le meilleur film de la décennie, hein, bien évidemment. J'ai un petit affect avec cette saga Fast and Furious alors, j'en ai déjà parlé notamment en stream, mais j'ai découvert la saga Fast and Furious avec le second film en premier, puis après le premier, et après comme j'ai suivi le train en route, c'est-à-dire en gros 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Hobbs and Shaw. Donc forcément, j'ai appris à aimer la franchise et je l'aimais déjà avant la mort de Paul Walker. Et j'ai l'impression qu'en fait, depuis la mort de Paul Walker, tout le monde s'est mis à redécouvrir la franchise Fast and Furious comme si ce n'était plus la sempiternelle saga de beauf par excellence, et qu'avec la mort de Paul Walker, les gens ont un petit peu plus apprécié et ont été moins honteux de dire qu'ils regardaient du Fast and Furious. Pour ma part, vis-à-vis de ce 9e film, alors,
Je précise déjà un truc très important. Vous avez les 8 premiers films de la saga. 1, 2, 3, 1, 2, Tokyo Drift, 3, 4, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 directement, donc le troisième qui est Tokyo Drift. Et vous avez du coup le film à part qui est Fast and Furious Hobbs and Shaw, centré sur les personnages de Luke Hobbs et Descartes Shaw, interprétés respectivement par Dwayne Johnson, The Rock, et entre autres Jason Statham. Cet épisode est épisode cinématographique si vous préférez, est un spin-off, donc il n'est pas obligatoire dans la trame principale de la saga Fast and Furious. Au final, vous pouvez très bien regarder de 1 à 8 sans problème. Non, ouais, je me dis, ouais, l'épisode Hobbs and Shaw est vraiment très facultatif. Et en ce qui concerne l'histoire donc de ce Fast and Furious 9, donc sans spoiler, donc, il s'avère que Dominique Toretto et donc Letty donc sont en couple. Dom a eu un enfant d'une précédente union, voire Fast and Furious 8 pour comprendre. Ce petit enfant qui s'appelle donc Brian, hommage à Paul Walker évidemment. Il s'avère que ils vivent des jours heureux au fin fond de la campagne, américaine, je suppose. Malheureusement, il s'avère que l'émission les rattrape, que Monsieur Nobody en VO et Monsieur Personne en VF, donc interprété par Kurt Russell, se fait attaquer, meurt du coup dans l'exercice de ses fonctions, et envoie un message de secours à l'équipe de Dom, finalement. Et le but est de savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Je fais exprès d'omettre certains détails ou d'être assez vague dans ma description, mais si vous connaissez la franchise depuis le 4e opus, vous savez très bien que le tuning, vous oubliez, et le but étant de pouvoir raconter une histoire dans un délire où ça part, à 100 à l'heure, c'est le cas de le dire, oui, où ça part à fond, c'est le cas de le dire aussi. Le but, c'est de pouvoir potentiellement y aller bourrin. C'est-à-dire que concrètement, ils sont partis dans un délire, et là, c'est totalement assumé. Mais vraiment, vous savez, le genre de gars qu'on se dit, oh, ils font ça, mais la prochaine fois, ça va être quoi? Ils vont aller dans l'espace? Alors, j'en dis pas plus, c'est pas une blague. Vous direz un sketch du Palmacho ou de n'importe qui. Ah, je fais une parodie de Fast and Furious, ils vont aller dans l'espace. Sméo, ferme ta gueule. Parce que ouais, concrètement, c'est à peu près l'idée. Mais alors, vous allez me dire, attends, mais t'as fumé? Regardez le film. Déjà, je me dis, putain, t'as peut-être spoilé un truc. Non, franchement, c'est un détail parmi 2 heures de film. Non, voilà, vous vous en foutez. C'est pas un truc important. Enfin voilà. Il s'avère que du coup, c'est ça que j'aime bien avec la saga Fast and Furious, c'est que concrètement, ils vont au bout de leur délire. Ils ne s'arrêtent pas en chemin. C'est limite, on verrouille toutes les portes, toutes les fenêtres, on verrouille tout et on se laisse porter en chute libre. Point barre. Ils assument totalement et c'est ça que j'adore. C'est-à-dire que concrètement, maintenant, ils sont en roue libre. Ça, c'est le cas de le dire. Le champ lexical de la voiture. Je veux faire tous les adjectifs possibles. Non, mais maintenant, ils se laissent porter. Et là, ils sont vraiment à fond. Alors, quelque part, Hobbs and Shaw avait quand même tenté 2-3 trucs. Alors, comme j'ai dit, techniquement, Hobbs and Shaw est un spin-off. Donc, en tant que spin-off, forcément, on ne suit pas forcément les aventures de nos héros de base, mais on suit du coup d'autres personnes. Il s'avère que là, on reprend le ton et on reprend également ce côté un petit peu plus... on part maintenant dans des délires... voilà. Et là, ils reprennent un peu ce truc-là et forcément, c'est totalement assumé. Là, je dois admettre que moi, j'ai été vraiment conquis. Alors, ça ne plaira pas forcément à tout le monde, attention. Hein. Moi, pour le coup, j'ai juste adoré. J'ai vraiment passé un putain de bon moment. Et alors, dans la partie avec spoiler, je reviendrai sur plein de trucs, hein, honnêtement, parce que alors là, habituellement, ces derniers temps, là, dans les Smovisions, et même dans les anciens vlogs cinéma, il y avait beaucoup de vidéos où j'ai pas forcément eu besoin de spoiler, parce que je me dis, bon, il n'y a pas forcément besoin d'une partie avec spoiler. Là, alors j'ai limite plus de choses à dire dans la partie avec spoiler ici pour Fast and Furious 9 que dans un Marvel. Étonnamment, je saurais pas vous expliquer pourquoi. Là, plus dans Fast and Furious que dans d'autres œuvres que j'ai pu analyser. Et là, waouh,
Alors après, je vais aussi revenir sur un point important. Alors, encore une fois, ce n'est pas un spoil. Soyez quand même un petit peu à jour sur l'ensemble des films de Fast and Furious. Pourquoi? Parce que ça fera référence à quelques éléments de la saga Fast and Furious. En particulier, des éléments précisés dans le premier film et dans le troisième film. Et, par définition aussi précisés également dans le septième film, du coup, par définition. Donc, au final, soyez à jour sur l'intégralité de la saga. Alors, en fait, je suis même en train de me dire, sur les épisodes... alors, 1, 3, 6, 7... Alors, 7, j'ai un doute. Alors, 1, 3, 6... 6... Oui, je crois que c'est ça. Attends, 1, 3, 6... ouais, si, vite fait, le 7... Bah si, le 7, je suis en train de me dire, et 8. 1, 3, 6, 7, 8, pour être à peu près à jour sur des événements justement du film. Donc en gros, le 2, le 4 et le 5 ne sont pas la priorité pour comprendre ce 9e film. Du coup. Enfin, pour le coup, il n'y a rien qui concerne le 2, 4 et 5. Dans ces films-là, il n'y a rien qui, du coup, concerne le 9e film. Donc voilà. Alors je vais approfondir 2-3 petites choses aussi dans la conclusion. Je vais aussi dire au niveau musical, les musiques sont composées par Brian Tyler, qui du coup est le compositeur attitré de la saga Fast and Furious depuis au moins Tokyo Drift. Brian Tyler qui accessoirement est aussi le compositeur musical de la Formule 1. Voilà. Et alors c'est une critique que je pouvais faire vis-à-vis de Fast and Furious 7. Les musiques ressemblent beaucoup trop au thème de la F1. Alors, c'est une critique que je fais souvent, de temps en temps, en stream ou même en vidéo, comme quoi un compositeur musical a souvent son style à lui. Exemple, vous écoutez les musiques de John Williams, ça peut être Star Wars, Harry Potter, Superman, Indiana Jones. Il y a souvent des fois des musiques, on a l'impression qu'elles viennent d'un film ou d'un autre, alors qu'en fait elles viennent d'un troisième film, par exemple. Chez Hans Zimmer, pareil, c'est le style Hans Zimmer. Ben là, Brian Tyler, en fait, fait du Brian Tyler. Voilà, donc c'est pas nul, hein, c'est sympa, hein, bien évidemment. Ça reste toujours meilleur que Michael Giacchino. J'ai rien contre Michael Giacchino, mais bon, c'est du John Williams en moins bien, quoi. Donc voilà, directement. Et alors, je suis un peu mauvaise langue. Brian Tyler qui, à certains moments, reprend un peu le style qu'avait Brian Tranzo lors du premier film. Parce que certaines scènes font référence au premier film, et du coup, il y a ce côté, on reprend un peu le style qu'avait Brian Tranzo pour le premier film, pour le transposer ici. L'idée est très bonne, du coup, parce que ça permet de donner une sorte d'identité au film, un peu multigénérationnel. Et alors d'ailleurs, non, ça par contre, je vais le dire en spoiler. J'allais dire un truc, mais non, ce serait vous gâcher la surprise, donc non, je vous le dirai en spoiler. Bon, passons à la partie avec spoiler. Si vous avez vu le film, vous pouvez rester sur la partie avec spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à aller à la conclusion, ici présente ici, au timecode que je viens d'indiquer, histoire d'avoir ma conclusion définitive sur ce film. Du coup, c'est parti pour la partie avec spoiler. Bienvenue dans la partie avec spoiler. Alors, je vais mentionner des éléments ici du scénario, des éléments appartenant à l'identité du film, voire même des petits clins d'œil ou easter eggs. Je vais mentionner des choses un peu dans le désordre, en tout cas dans l'ordre dans lequel j'arrive à m'en rappeler. Je vais commencer par le premier. J'ai beaucoup aimé, par exemple, l'ouverture du logo Universal, donc sur l'ancien logo, en tout cas l'ancienne vidéo d'intro d'Universal. Le seul défaut, c'est que c'est avec la musique moderne. C'est un peu con, aller jusqu'au bout du délire. Je veux dire, cette vidéo d'intro du logo Universal, c'était la vidéo d'intro à l'époque de Jurassic Park. C'est pour vous dire à quel point, voilà, c'était vraiment le logo emblématique d'Universal. Ça aurait été bien de mettre la musique historique, pas le thème moderne qui ne colle absolument pas avec. Mais par contre, le fait de l'utiliser est légitime dans le scénario, étant donné que la première scène du film correspond à 1989. Donc potentiellement, c'est pour essayer de mieux ancrer le film. L'idée est vraiment géniale. Commencer sur les origines de la famille Toretto, origine entre guillemets,
et surtout montrer la mort du père de Dom, donc Jack Toretto, mort qui du coup avait été expliquée par Dom à Brian dans une scène du premier film, je rappelle, scène où finalement, donc ça se passe avant les Race Wars, et concrètement Dom explique à Brian, dans son garage en fait, chez lui, Brian fait « Ah tiens, elle est bien la voiture, tu fais quel temps avec ?» Et Brian fait « J'ai jamais touché le volant, cette voiture me fait trop flipper, etc. » Et il explique la mort de son père. Et là, montrer la mort du père, du coup, un intérêt par rapport à l'histoire, du coup, vis-à-vis de Jacob, le personnage de John Cena. Et je trouve ça juste génial. Premièrement. Deuxièmement, l'intégration de John Cena au sein même du film est franchement très cool, un peu comme un parallèle un peu compétitif entre les deux frères d'une certaine manière, que j'ai beaucoup aimé, honnêtement. Alors c'est con, hein, mais vraiment, John Cena, on peut dire ce qu'on veut, je trouve que c'est un très bon acteur. Un peu comme The Rock, c'est-à-dire que concrètement, rares sont ceux provenant de la WWE, qui arrivent à être de très bons acteurs, qui arrivent vraiment à pouvoir transmettre des émotions, qui ont une palette de faciès, où concrètement, ils savent transmettre une émotion. Que ce soit la joie, la colère, la tristesse, différentes émotions, ils arrivent à être convaincants. Il y avait un schéma comme ça, c'était une blague avec Kirsten Stewart de Twilight, où en fait, elle faisait tout le temps la même gueule, en fait, c'est la même photo, mais sur tout un tas d'émotions comme ça, et là, honnêtement, John Cena arrive à avoir de l'émotion, arrive justement à avoir du coup ce regard, cette attitude, etc. Il peut être très bien être en colère vis-à-vis d'un certain propos, il peut du coup être totalement désabusé et finalement tomber de haut à l'annonce d'une révélation. Vraiment, je trouve que John Cena est pour moi un acteur très sous-estimé, et s'il est bien dirigé, ça peut être un très bon acteur. Je referai peut-être, je ferai peut-être un jour une vidéo sur des films de John Cena. Ça fait depuis 5-6 ans que j'ai ça dans les cartons. Je veux dire, si j'ai mis autant de temps pour Art of Darkness, je pense que je peux le faire pour John Cena. Et en plus, il y a vraiment de la matière avec The Marine et 12 rounds. En tout cas, sur ces deux films-là, il y a vraiment de la matière. Et pour moi, je trouve que John Cena, en fait, a un peu, je vais pas dire gâché sa carrière, mais bon, pendant un temps, il a fait différents films, style produits, Legendary par exemple, je déteste. Je sais que beaucoup de fans de catch adorent Legendary, je déteste. Parce que c'est pas du tout l'acteur pour jouer ce genre de personnage. Il y a eu aussi des films Nickelodeon, alors m'en fous. Pour moi, John Cena, c'est censé être un mec qui, pour moi, dans le style, devrait reprendre un mix entre à la fois Bruce Willis, Schwarzenegger et Stallone à lui tout seul. Clairement, c'est une sorte d'héritier spirituel. Je veux dire, vous regardez The Marine, c'est typiquement un film Schwarzenegger. Vous regardez 12 rounds, c'est typiquement un Bruce Willis. On dirait presque un Die Hard, en fait. Et c'est ça que j'aime bien, enfin, un mix entre Die Hard et Speed. Concrètement, pour moi, John Cena est parfait pour des actionneurs, honnêtement. C'est l'homme de la situation. Malheureusement, comme il est encore trop proche de la WWE, je pense que pour l'instant, il n'y a pas encore ce coup de « il est bankable, on va le prendre ». Et puis même, je pense que la mode du John Cena est un peu passée maintenant. Il a quitté la WWE beaucoup trop tardivement. Il aurait dû quitter la WWE à un moment donné beaucoup plus tôt. Je veux dire, The Rock l'a fait et ça lui a été bénéfique. Là, je pense qu'il quitte la WWE beaucoup trop tard finalement et ça lui dessert finalement. Pour le reste de la saga du film, la mort de Han, qui est finalement expliquée, il suffit d'une bonne explication. Moi, ça me paraît crédible. Honnêtement, je me dis, bah, dans Marvel, ils sont capables d'expliquer tout un tas de trucs. Dans d'autres films, ils sont capables d'expliquer tout un tas de trucs. Moi, si on me donne une bonne justification, une bonne explication, ça passe. Concrètement, ça passe. Et là, eh ben, ça ne m'a absolument pas dérangé, ça ne m'a pas sorti du film. Je dis, ouais, bon, honnêtement, c'est totalement possible. Avec les espions, etc. Je veux dire, regardez James Bond, c'est totalement possible. Je veux dire, c'est un peu le principe du tu m'as vu, mais est-ce que tu m'as regardé? Voilà, c'est clin d'œil au Marcy, Lupin, que je n'ai pas encore vu, hein, me demandez pas, j'ai pas vu. Voilà, donc honnêtement, j'aime beaucoup l'idée. Le coup final avec notamment cette fameuse course-poursuite, dans les rues de je ne sais plus quelle ville d'Europe de l'Ouest, si j'ai bonne mémoire, avec, donc alors, on va accélérer un petit peu, déjà, Anne, qui arrive avec une voiture japonaise orange, avec un capot noir, me rappelle la voiture qu'il avait dans Tokyo Drift. Me demandez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir la vidéo de Laurent Schmitt qui traite de la saga Fast and Furious avec les voitures de Fast and Furious, en tout cas pour les 4 à 5 premiers je crois. Je vous mettrai les liens dans la description pour ceux que ça intéresse.
Au pire, vous tapez Laurent Schmitt Fast and Furious sur YouTube, vous allez apprendre énormément de choses, un peu comme si vous regardiez une vidéo de Mea par exemple. Donc déjà le symbole est très fort, mais c'est pas tout. La voiture est une Toyota Supra orange. Est-ce que j'ai besoin d'en dire un peu plus? Eh ben oui, je veux en dire un peu plus. Le coût de potentiellement des voitures qui sont de chaque côté d'un gros fourgon qui pourrait être presque un camion, me rappelle la scène finale justement du premier Fast and Furious. Le parallèle est tout trouvé justement. Où justement, on donne la voiture orange à ce qui représente le symbole du frère, ce qui était un peu Paul Walker d'une certaine manière, qui était un peu considéré comme quelqu'un de très proche, personnage de Brian plutôt, interprété par Paul Walker, qui interprétait une sorte de frère ou de très bon pote à Dom. Et finalement, voilà, le parallèle est tout trouvé. Il pourrait s'enfuir, mais finalement vient prêter main forte aux autres personnes pour essayer de sauver les autres. Et le parallèle est tout trouvé en fait, c'est juste génial. Une Supra, le symbole du frère, j'ai trouvé la symbolique géniale, concrètement. Et puis le reste on va dire de la scène où concrètement on voit après John Cena qui discute avec Dom, Vin Diesel, il fait tiens, j'ai un pote, il m'a dit je te donne une voiture dans les 10. Il refait le même truc à la fin du 1 et je trouve ça génial, comme si la boucle était bouclée, comme je veux dire le symbole du frère, et je trouve ça génial en fait, ce parallèle entre ce film là et le premier. En fait, Fast and Furious 9 fait plein de références à plein de films de la saga, que ce soit alors, comme je les ai cités, 1, 3, 6, 7, 8 qui sont vraiment dans la trame de la saga, et franchement ça a vraiment de la gueule. Le film, ça sent pas le film rushé, pourtant je crois qu'il devait sortir en 2020 à la base, hein. Finalement, il est sorti en 2021, c'est pas plus mal, parce qu'honnêtement, peut-être qu'il y a eu des trucs qui ont été retravaillés, qui ont été un petit peu plus améliorés, peaufinés, etc. Le film est génial, en fait. Voilà, je veux dire, le coup de la sphère en deux parties qu'on assemble pour finalement dominer le monde, ça me dérange pas plus que ça, c'est un ressort qu'on aurait très bien pu voir dans un James Bond, ou dans un Marvel, ou dans ce que vous voulez. Ça me dérange pas tellement. La suite de la continuité Fast and Furious au niveau du style, où clairement maintenant ils vont à 100 à l'heure, voilà. Le coup de l'espace, alors j'en ai parlé tout à l'heure, le coup de l'espace, c'est un peu le gag de ouais, Fast and Furious, ils font des trucs à chaque fois, ça grimpe toujours d'un cran. La prochaine fois ils vont aller quoi, dans l'espace? Là pour le coup oui, ils ont été dans l'espace. C'est très drôle. Alors surtout qu'en plus le coup de la station spatiale internationale, bon nous français ça nous parle parce que Thomas Pesquet, mais je trouve ça drôle comme clin d'œil. Et finalement, ça rejoint un peu la phrase que Robin Pierce dit à un moment donné vis-à-vis on a l'impression de se sentir invincible. Le discours est presque méta en fait. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est comme si clairement presque il brisait le quatrième mur, comme s'il parlait à un scénariste. Ça vous pose pas de problème, regardez, j'ai ma veste, j'ai l'impression d'avoir aucune blessure, je suis pas mort, on a fait tellement de trucs, on a voyagé aux quatre coins du monde, mais on n'est pas mort. Enfin, le discours est très très méta et j'adore honnêtement. Franchement, c'est vraiment très, c'est très beau. Je m'attendais presque à ce que Tesh, donc Ludacris, fasse une référence ou fasse un truc du style, en fait c'est normal, je t'ai mis un champ magnétique ou une protection spéciale dans ton jeu. Même pas, non, il fait limite, il vient calmer le jeu en disant non, mais mec, ta gueule, tu pars dans des délires, franchement, que ça. Et à la fin du film, il fait ouais, en fait, t'as peut-être raison. Je trouve ça très très drôle, pour le coup, ça part vraiment dans des délires. J'aime beaucoup. Franchement, la répartie entre les personnages dans ce film est juste géniale. Mon seul petit bémol, le méchant, parce que bon, Jacob est censé être méchant, mais le vrai méchant, qui a l'air d'être un fils de dictateur, de ce que j'ai cru comprendre. L'acteur me fait beaucoup penser à William Sadler du coup, mais comme si ça pouvait être son fils par exemple, mais William Sadler en moins bien. Voilà. William Sadler que vous avez peut-être déjà vu dans différents films ou séries, notamment dans Die Hard 2, vu que c'est lui le méchant principal, je le précise, ou qui du coup a joué le président des États-Unis dans Iron Man 3 par exemple. Voilà, et d'ailleurs pas que, parce que je crois qu'il a aussi joué dans Agents of Shield, mais bon, on va pas parler de cette série.
Voilà, donc c'est quelqu'un que vous avez sans doute déjà vu à droite ou à gauche, cherchez sur Wikipédia, peut-être que vous avez déjà vu cet acteur. Et ben du coup là, c'est pas William Sadler, mais c'est quelqu'un qui lui ressemble beaucoup, comme si ça aurait pu être son fils. Voilà, je trouve ça très drôle du coup. Mais le méchant est peu charismatique. En fait, ça donne vraiment l'impression que c'est plutôt le personnage de Charlize Theron qui tire toutes les ficelles en backstage, quoi. Et elle fait d'ailleurs le parallèle en disant ouais, tu fais le lien avec. Enfin, en fait, le méchant se prend pour Luke Skywalker comme s'il sauvait le monde. Et en fait, le personnage de Charlize Theron fait la réflexion en disant ouais, toi, je te verrais pas comme Luke Skywalker. Elle fait ah bon, moi tu me verrais comme qui? Bah comme Maître Yoda. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il est sage? Non, parce que c'est une marionnette et qu'on lui met la main dans le cul pour le faire bouger. C'est totalement ça, et je trouve ça génial comme phrase, honnêtement. Je ne suis pas fan de Charlize Theron de base, mais alors là, honnêtement, génial. Et d'ailleurs, le film laisse la porte ouverte à une suite, logique, et la scène post-crédit avec Han et Descartes Shaw, donc Jason Statham, me laisse un peu perplexe. Alors, je vous avoue, je ne suis pas resté après le vrai générique, savoir s'il y avait une autre scène post-crédit. J'avais tellement besoin de sortir de la salle parce que, à force de se faire des litres et des litres de liquide soda, enfin de soda liquide, forcément, j'avais qu'une envie, c'est d'aller aux toilettes. Autant vous dire que je n'ai pas vu s'il y avait une deuxième scène post-crédit. C'est possible. Et alors, chose importante, la présence de Paul Walker. Il n'est pas présent dans le film, en tout cas physiquement, mais un truc que j'ai beaucoup aimé, et c'est un peu le syndrome Le Parrain 2. Dans Le Parrain 2, il y a une scène où concrètement toute la famille Corleone est réunie et en fait on se dit tiens ils vont mettre à nouveau Marlon Brando et en fait pas du tout. On a l'impression qu'il est dans la pièce d'à côté, hein, qu'on pourrait le voir, mais en fait non il est pas là. On a l'impression que son aura est tellement puissante. Et pour Paul Walker il y a une scène à la fin où c'est la scène du repas où concrètement Vin Diesel fait tiens mais il y a une siège vide, mais attendez il manque quelqu'un. Alors, on s'attend à ce que John Cena arrive et en fait non. Une skyline bleue arrive, se gare. Fin du film. Bon oui, forcément, ils peuvent pas le montrer. En même temps, il est mort. Mais le symbole pour dire, même si Paul n'est plus là physiquement parmi nous, quelque part, il reste un petit peu avec nous d'une manière ou d'une autre. Et je trouve ça vraiment très, très intéressant. Alors, je vais me permettre un petit parallèle. Disons que je disais dans mes streams sur Twitch, donc twitch.tv/MrSmeo, tous les dimanches soirs à 21h, je disais en fait, j'avais fait le parallèle entre Fast and Furious et Star Wars Disney. Comme quoi en fait, Fast and Furious avait mieux réussi le départ de Paul Walker, donc, et de son personnage, que Disney avec le départ de Carrie Fisher. Et le truc, c'est que autant Fast and Furious a été respectueux de la famille Walker, a demandé l'autorisation, a fait ce qu'il fallait, etc., etc. Vous allez me dire, mais pour Star Wars aussi, ils ont demandé à Billy Lourdes. Oui, mais Billy Lourdes n'est pas la seule responsable, elle n'est pas dirigeante. Vin Diesel, il est producteur de Fast and Furious. Il peut agir directement, c'est son problème. Pour Star Wars, ça a été compliqué, vu que Kathleen Kennedy a foutu la merde dans les projets de films Star Wars. Donc forcément, vis-à-vis des films, d'un coup, on a des films réalisés avec J.J. Abrams, des fois on a des films réalisés par Rian Johnson, et ça fout la merde, parce qu'ils sont en compétition les deux. Et forcément, l'un ne va pas aider l'autre en termes de film. Normalement, Carrie Fisher aurait dû se terminer à la fin du deuxième film, sauf que non, Rian Johnson fait « Bah JJ, tu vas te démerder, hein, c'est plus mon problème, hein ». Et il a fait mourir Luke Skywalker, et là j'ai envie de dire « Connard !» Voilà. Alors que de l'autre côté, Vin Diesel a très très bien respecté la famille Walker, demandant du coup aux deux frères de Paul, donc Cody et Caleb, si je ne dis pas de bêtises, s'ils pouvaient servir de doublure physique, et en fait ils incrustent le visage de Paul sur la doublure physique. Donc pour le coup, j'ai trouvé ça très respectueux de leur part. Alors je réfléchis, est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Dernier petit point à aborder, la présence du coup de Lucas Black, Sean Boswell de Fast and Furious Tokyo Drift, qui a vieilli, qui a beaucoup vieilli, beaucoup trop. C'est c'est assez, c'est flagrant quand même. Hein. Alors du coup, oui, scénaristiquement, il n'est plus à Tokyo, et du coup, Han, lui, a continué à vivre à Tokyo par la suite. Et les retrouvailles entre Han et justement Sean Boswell et ses deux potes là, ça fait chaud au cœur parce qu'encore une fois, c'est l'impact de Tokyo Drift qui est présent dedans. Donc, et ça, voilà, je trouve ça génial d'avoir réuni un peu cette équipe-là. J'aurais juste adoré que
Lucas Black soit présent avec les deux originaux, c'est-à-dire Paul Walker et Vin Diesel, réunis. Les trois réunis, j'aurais adoré. Malheureusement, Lucas Black n'était pas présent vis-à-vis de Paul Walker. Et quand ils ont intégré Lucas Black dans la scène de Fast and Furious 7, ben, en fait, ils ont utilisé un flashback de Tokyo Drift. Et comme Lucas Black avait déjà vu, parce que c'était 10 ans après, ben forcément, il fallait un peu combler que ça fasse cache-misère. Voilà, les retrouvailles de la team Tokyo Drift étaient vraiment très sympas et franchement, ça fait, moi, ça m'a vraiment touché, j'étais vraiment très content. Voilà, du coup, passons à la conclusion. En conclusion, alors, pour Fast and Furious 9, à titre personnel, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un excellent moment, j'en ai vraiment eu pour mon argent pour le coup. Je dirais cependant, est-il nécessaire de voir l'intégralité de la saga pour apprécier le film? Alors, regardez l'intégralité de la saga, non. Vous pouvez très bien prendre le film à part entière, concrètement, sans forcément connaître la saga. Vous pouvez découvrir la saga en partant de ce film-là et regarder les autres films par la suite. Si vous le voulez, c'est pas... Enfin, moi, à titre personnel, j'ai commencé Pirates des Caraïbes avec le 5. C'est pour vous dire à quel point j'ai regardé le film. Je suis pas sorti du film. J'ai pu apprécier le film en tant que film et pas en tant que suite. Bah, pour Fast and Furious, c'est pareil. Je me mets du point de vue de quelqu'un qui n'a jamais vu Fast and Furious et qui veut commencer avec le 9. Vous pouvez totalement. Honnêtement, là, voilà, je veux dire, ça peut peut-être être une porte d'entrée pour regarder le reste de la saga. Même si la saga a quand même beaucoup changé à partir du 4, hein, donc autant vous dire que les trois premiers vont être très différents. À qui s'adresse le film? Bah, concrètement, si vous n'avez rien contre les films de voiture, les films d'action, les films bourrins, si vous n'avez rien contre Vin Diesel, potentiellement, ou voire même John Cena, allez, soyons fous, concrètement, le film est fait pour vous. Alors, voilà, on va pas se mentir. Voilà, c'est un film de divertissement, bourrin, avec beaucoup d'action, très sympathique, assez honnête pour le coup. Vraiment, le film est honnête. Faut pas s'attendre à un film très élaboré d'un point de vue scénaristique, mais même le scénario là tel quel, si vous connaissez la saga Fast and Furious, bah, honnêtement, vous allez voir plein de petites références au lore de Fast and Furious. Donc au final, bah, le film possède une histoire et un scénario concret, crédible et bah, très intéressant pour le coup. Si tant est que vous ayez un affect avec la saga Fast and Furious, bien évidemment. Les acteurs sont convaincants, l'histoire est totalement crédible en fait. Alors c'est vrai que ça paraît un peu chelou de se dire que les histoires de Fast and Furious, en fait, ça monte toujours d'un cran. On se dit, mais ils peuvent pas aller encore plus loin, ils le font, et oh, ils peuvent aller encore plus loin, et s'ils le font. Et alors là, pour le coup, oui, ils vont encore plus loin, mais ça marche. Dans ce que proposent les films depuis le 4-5, maintenant, c'est devenu des films d'action. Les trois premiers films sont des films de background. À partir du quatrième, c'est carrément des films d'action. Et à chaque film, on monte d'un cran supplémentaire. Et c'est totalement crédible. Je l'accepte de Marvel, je l'accepte de tout un tas de films, style Mission Impossible avec Tom Cruise. Pourquoi je ne l'accepterais pas de Fast and Furious? Voilà, c'est tout simple. Donc voilà, je vous recommande Fast and Furious 9. Concrètement, j'ai adoré, voilà. Mais en même temps, j'en ai beaucoup parlé, hein, d'ailleurs, tout simplement. J'en profite également. Je sais pas si c'est vraiment le lieu pour. J'aurais dû le faire en introduction pour le coup. Alors là, j'étais un peu con. Pour la première fois de ma vie, j'ai testé les salles ICE des cinémas CGR. Alors c'est la première fois que je le testais, hein, le cinéma ICE. Donc en gros, le cinéma ICE, vous avez votre film hein, directement sur la toile, et en fait vous avez des sortes d'écrans de chaque côté, plein de rangées d'écrans, qui en fait, un peu comme le principe de l'ambilight sur certaines télés, en gros vous avez, elles se colorisent ou elles prennent la teinte de ce qu'il y a à l'écran, ce qui donne une sorte, comme si on voyait ça avec des fenêtres à côté, comme si on était vraiment dedans, en plus avec le Dolby Atmos et le son qui est vraiment très prenant. Pour le coup, au niveau du son, j'y étais totalement. Hein, je veux dire, là, le son à 360 degrés, je veux dire, j'étais vraiment dedans. Donc là, pour le coup, c'est un bon roller coaster, un bon petit jet d'adrénaline. Même les effets visuels, ou en tout cas l'intégration des effets sonores, spatialisation du son, etc. J'étais totalement dedans, et franchement, ça ne m'a absolument pas sorti du film. Là, pour le coup, ils ont vraiment bien élaboré le film, bien travaillé le film sur plein de petits aspects, et ça fait plaisir à voir. Je vais conclure également sur une dernière petite note. Avant la diffusion du film dans ma salle, du coup, il y avait la bande-annonce de Top Gun Maverick. J'aimerais beaucoup voir ce film. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, honnêtement, alors j'ai vu le premier film Top Gun, bien évidemment. Il est culte, hein. Genre, Maverick, tu es dangereux. Enfin, ce film est tellement culte, mais concrètement, j'aimerais beaucoup voir ce film. Et du peu que j'ai vu, voilà, je veux
je veux voir ce film, concrètement. Ce film a l'air d'être trop bien, et bon, bah, à voir ce que ça peut donner. Donc, conclusion, Fast and Furious 9 est génial. Je veux voir Maverick, Top Gun Maverick, et le Ice est vraiment une très bonne expérience. Franchement, j'ai bien aimé. Je pense que je retenterai à l'occasion aussi. Alors, c'est un petit peu plus cher, attention, le Ice. Hein. Concrètement, une séance Ice, c'est pas donné, honnêtement. Hein. Donc, je crois que j'ai dû la payer quelque chose comme 9 ou 10 euros, quelque chose, ou peut-être 11. C'est vraiment pas donné, hein, par contre. Mais alors, ça vaut son prix. Mais ouais, c'est que c'est pas donné. Hein. Donc, si je peux privilégier une séance classique, je le ferai. Mais en Ice, ouais, c'est sympa, mais vous le faites une fois et pour des films événementiels, quoi. Je veux dire, si c'est pour aller voir un film français, ça vaut pas le coup, quoi. Si c'est pour aller voir un film américain style Marvel, ah oui, vous allez en prendre plein la gueule. Ça, c'est clair et net. Voilà, c'est ainsi que se conclut cette vidéo. Merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un commentaire ci-dessous sur YouTube, à mettre également le pouce, parce que bah, c'est cool de pouvoir mettre un pouce, ça me permet de clairement me faire comprendre. J'ai aimé cette vidéo, je te mets un pouce. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à faire partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, et n'hésitez pas à me citer @TheMrSmeo un peu partout sur les réseaux sociaux. Je réponds aussi à tous les commentaires, n'hésitez pas si vous avez des questions. Même me donner votre retour également sur le film. Ça va bête hein, comme ça, parce que me dire, tiens, j'ai vu le film, ben, j'aimerais en discuter avec toi dans les commentaires, qu'est-ce que t'en penses? Je serais ravi. Précisez juste sur le premier paragraphe que la partie va être avec spoiler. Il y en a qui le font, hein, c'est très bien. Et si concrètement ma vidéo vous a donné envie de potentiellement voir le film, bah dites-le moi aussi, potentiellement, ça pourrait être sympa de discuter et d'avoir votre retour, notamment en vidéo. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo, merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, d'ici là, portez-vous bien, salut!